et bienvenue dans le Jura. Jura Welcome est le podcast qui vous permet de partir à la découverte des pépites de notre beau département. Avec Jura Welcome, vous rencontrerez les personnages extraordinaires, les savoir-faire incroyables et les talents qui façonnent notre territoire. Si le Jura vous titille, plongez-vous avec nous dans ce nouvel épisode. Jura Welcome. Valoriser et faire connaître les savoir-faire jurassiens. Pour ce podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec Julie qui représente la 4e génération chez Labourier. Elle n'était pas destinée au départ à reprendre l'entreprise familiale, mais après une expérience à l'étranger, l'idée a germé, elle s'est lancée. Lors de cet entretien, nous avons abordé de nombreux thèmes comme le management au féminin, l'équilibre vie familiale et vie professionnelle, la transmission d'entreprise, actionnariat et partenariat. Vous serez séduit, je pense comme moi, par la personnalité de Julie, son enthousiasme, son envie d'apprendre et de découvrir, son humilité et sa sensibilité. Bonjour, je suis Laurent Mermehusson de l'association Made in Jura et je vous laisse faire connaissance avec elle et son entreprise. Jura Welcome. Un podcast de l'association Made in Jura. Valoriser et faire connaître les savoir-faire jurassiens. Bonjour. Pour notre carte postale sonore jurassienne, nous sommes aujourd'hui dans le Val d'Amour. Plus précisément à Mouchard. Nous partons à la découverte de l'entreprise Labourier avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, parlez-nous de votre entreprise. Alors, on est une petite TPE familiale assez ancienne parce que notre histoire a débuté en 1912 et on a, nous, repris l'entreprise en 2012 pour son centenaire avec mon associé Alain Mazurek. On est à l'heure actuelle fabricant d'engrenages, spécialisé dans la fabrication de pièces sur plan pour les constructeurs de machines-outils, mais également dans le dépannage pour tous les secteurs de l'industrie. Je crois qu'il y a une histoire qui date du début du siècle dernier chez Labourier. Faut nous en parler. Bien sûr, ouais. C'est mon arrière-grand-père, Jules Labourier, qui a fondé l'entreprise en 1912. Et au début, lui, il a fabriqué des camions, principalement à partir des surplus des véhicules de l'armée américaine, les fameux 4x4 SWD pour les connaisseurs. Les spécialistes, oui. Voilà. Il a fait ça en gros jusqu'en 1934-35. À cette date-là, mon grand-père Serge a intégré l'entreprise. Ils ont continué et parallèlement à cette activité, ils ont lancé les tracteurs agricoles, donc bien connus pour les amateurs de tracteurs. Les tracteurs Labourier dans la région sont assez reconnus, réputés. Voilà. Et puis, est arrivée la guerre, donc ils ont fait un petit peu comme tout le monde, tant bien que mal continué. Ils sont partis un peu sur le gazogène, ils ont continué les tracteurs jusque dans les années 50, toujours aussi des camions, toujours avec les surplus des véhicules américains. Il a développé également tout ce qui est chasse-neige, engins forestiers, donc ça a été assez divers et varié. Ensuite, on va arriver aux années 76 où mon père François et son frère Christophe ont intégré l'entreprise. Alors, juste avant ça, je l'ai pas précisé, les tracteurs se sont arrêtés quelques années avant, 73-74. Et eux, quand ils ont intégré l'entreprise, ils sont un petit peu orientés vers les engins spéciaux de manutention. Et il faut savoir que du coup, comme on faisait nos engins de A à Z, dont les boîtes de vitesse qui contiennent des engrenages, ils ont fait ça jusqu'en 88 à peu près. Et à ce moment-là, ils ont arrêté la fabrication d'engins, mais ils ont continué à exploiter tout notre équipement industriel pour se spécialiser dans la fabrication d'engrenages. Donc à la base de pièces sur plan. Et puis ils ont bien senti la sensibilité du marché qui évoluait. Et pour être toujours compétitif, parce qu'à ce moment-là, il y a eu toute une concurrence des pays de l'Est, de la Chine. Ils sont spécialisés, j'ai envie de dire, dans les années 2000, en 2003, dans le dépannage, d'engrenages. Et nous, on continue dans cette mouvance-là. Depuis 2012, on a maintenu en gros ces deux activités parallèles, la pièce sur plan et le dépannage. Le dépannage, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, c'est ce que vous nous disiez. Oui, exactement. Alors, d'une part, c'est pour les salariés et pour nous, c'est très intéressant
parce que on est confronté à des choses différentes au quotidien. On en apprend tous les jours, on voit jamais la même chose. Donc ça permet de diversifier l'activité. Et puis d'un point de vue stratégique, ça reste intéressant parce que aujourd'hui, par rapport à la concurrence d'autres pays, il faut qu'on ait une valeur ajoutée et c'est le service. Bien sûr, c'est ce qu'on ressent en tout cas. On essaye. Et vous êtes d'ailleurs reconnu bien au-delà du département par rapport à ce dépannage, puisque je crois que vous travaillez avec des grandes entreprises et puis vous avez cette réputation qui va même au-delà des mers. Exactement. On a effectivement une activité locale, mais le gros reste quand même national. On travaille également pour les dom-toms. Et puis, ça peut nous arriver de temps en temps de faire quelques opérations à l'étranger. On est connu à ce niveau-là parce que, bon, à la base des fabricants d'engrenages, il n'y en a pas énormément. Qui plus est dans le dépannage, on est encore moins nombreux et c'est le bouche à oreille en fait qui marche le mieux, c'est la qualité du travail, de notre réactivité qui fait que on arrive à travailler pour divers clients. On a une typologie très variée, ça peut être des très grands noms comme des entreprises plus confidentielles et puis de toute taille en fait. On va bosser à la fois pour la petite TPE comme nous, comme pour un gros groupe. C'est assez vaste et on aime bien parce que ça nous permet nous de pas avoir qu'un seul gros donneur d'ordre et on n'a pas tous nos œufs dans le même panier comme on dit. Alors sans rentrer trop dans la technique, mais j'ai vu tout à l'heure dans l'atelier différents types d'engrenages que vous êtes en capacité de réaliser. Oui. Alors, nous dans le milieu de l'engrenage, on est considéré comme étant capable de réaliser du moyen. C'est-à-dire qu'on fait pas du micro pour tout ce qui est horloger ou médical, puis en même temps, on fait pas du très gros, du style 5 ou 6 mètres de diamètre. On va de la petite pièce qui fait 15-20 mm de diamètre jusqu'à un peu plus d'1 mètre. En termes de denture, pour les novices, on va dire que tout ce qui a des dents, on est censé être à peu près capable de le faire. Ça va être de la denture droite, hélicoïdale, du pignon conique, du spiroconique. On peut faire aussi de la crémaillère, du pignon à chaîne, la poulie crantée. Le plus simple, j'ai envie de dire, faut regarder sur notre site les typologies de pièces, mais on est capable vraiment de répondre un peu à toutes sortes de demandes, que ça soit en termes de denture, de matériaux travaillés également. Et le but du jeu pour nous, comme on se revendique sur le marché du dépannage, c'est de tout faire en interne. Donc en termes d'équipement machine, on est capable de gérer la prestation de A à Z, à l'exception de la fourniture de la matière et de la réalisation des traitements thermiques. On voit à l'entrée de votre entreprise une boîte à vitesse qui a été réalisée par votre papa, non? C'est ça? Ou le grand-père peut-être? Mon grand-père, ouais. Voilà, donc on voit, c'est un concentré de technologie. En fait, ce que vous réalisez aujourd'hui, en beaucoup plus développé techniquement, c'est un peu aussi ce savoir-faire qui date de ce début du siècle et cette expérience de l'automobile en fait. Exactement. Alors, bizarrement, aujourd'hui, on travaille plus du tout pour l'automobile. On est vraiment spécialisé sur de la machine-outil. Ça va nous arriver de temps en temps d'avoir un passionné de vieilles voitures ou de voitures de course qui vient nous voir pour faire des changements sur sa boîte. Donc ça, on sait faire. Mais on se positionne pas sur un marché de grande série pour les grands groupes automobiles qu'on connaît tous. Mais effectivement, notre position aujourd'hui, on la tient de tout ce savoir historique de fabrication de boîtes de vitesse de l'époque, ouais. Je trouve des similitudes avec l'horlogerie. Vous savez, dans l'horlogerie, il y a la création de complications, ce qu'on appelle de systèmes horlogers avec des engrenages. J'ai l'impression que vous, c'est un petit peu ce que vous recherchez, c'est le dépannage, le côté pièce unique. Il y a pas de série, comme vous le disiez, hein, mais il y a ce savoir-faire ancestral en fait qui est très proche de l'horlogerie. Alors, les spécialistes vous diront que c'est pas vraiment la même chose, mais sur le fond, oui, on va retrouver. On va ici, on aime bien, l'unitaire, le dépannage, le mouton à 5 pattes, la pièce proto. On fait quand même un petit peu de série, mais c'est très limité. Et ça nous plaît parce que intellectuellement et techniquement, on se confronte au quotidien à de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment très stimulant pour tout le monde.
le côté un petit peu touche à tout, de se creuser les méninges, et puis la satisfaction aussi quand on arrive à dépanner un client, de le voir repartir avec ses pièces, de recevoir un mail 2-3 jours après en nous disant c'est chouette, j'ai pu redémarrer mon activité, merci. Ça fait vraiment plaisir et ça plaît beaucoup aux salariés. D'ailleurs, je crois que vous avez des anecdotes à nous livrer par rapport à des dépannages qui s'est en temps très court. Oui, il y a quelques années, on plaisantait là-dessus en disant qu'on était une entreprise d'utilité publique parce que on a une brasserie de bière, alors est-ce que je sais pas si on peut la nommer ou pas, à Heineken, dans les îles, alors en Guadeloupe, qui est tombée en panne en gros une bonne grosse semaine avant les fêtes de fin d'année de Noël, qui nous appelle en panique. Ils avaient une grosse roue en bronze abîmée et fallait les dépanner là maintenant tout de suite parce que pour les fêtes, fallait qu'ils soient en mesure pour le nouvel an de pouvoir continuer à produire. Et ça a été un vrai tour de force. Je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. On a réussi à leur sortir la pièce en quelques jours, alors que fallait approvisionner un gros rhône bronze qui était pas disponible dans nos locaux. Et on a pu faire repartir la pièce du style le 22 ou le 23 décembre, vraiment juste avant les fêtes. Et ils nous ont même proposé de nous payer le billet d'avion pour leur livrer la pièce pour nous remercier. Vous en avez profité, j'espère. Eh ben non, parce que la famille, c'est important et j'ai préféré faire les fêtes en famille plutôt qu'au soleil. Si ça avait été un autre moment de l'année, je dis pas que je me serais pas laissé tenter. Alors c'est donc le savoir-faire jurassien qui s'exporte au-delà des mers. Mais alors comment ils vous ont connu? Comment ils ont su que vous pouviez leur trouver une solution de dernière minute et de dépannage? Alors, je pense que le gros, c'est le bouche à oreille. Et la qualité de notre travail et notre réactivité. Au final, on a la chance de pas avoir besoin de faire beaucoup de communication. On en fait forcément un petit peu. Mais c'est assez limité par rapport à notre activité. Et les gens, comme on dit, on se donne toujours les bons tuyaux. Quand il y a quelque chose qui marche, très souvent on a des clients qui nous appellent en nous disant c'est un tel qui m'a donné votre nom. Et ce qui est chouette, c'est que du coup le client vient nous voir, il nous connaît pas, mais il est déjà confiant. Il se dit qu'on va arriver à le sortir du pétrin, à le dépanner rapidement, et ça c'est agréable de travailler dans ces conditions-là. Alors cette réactivité là que vous nous exprimez à travers cet exemple, il faut aussi avoir derrière des salariés hyper qualifiés. Je pense que c'est des personnes qui ont une longue expérience dans l'entreprise. Ouais, faut tomber sur les pépites. Alors, on est confronté à quand même une grosse difficulté, c'est que aujourd'hui, le tailleur d'engrenage, il y a aucune formation qui existe. Donc, soit comme on dit, on a des vieux de la vieille qui connaissent le métier, soit on embauche des bons mécanos, donc tourneurs ou fraiseurs, qui ont déjà une bonne connaissance de leur métier, et puis nous, on les forme après au métier de tailleur. Il faut des gens effectivement autonomes, qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, et puis qui ont envie d'apprendre, parce que c'est un métier. Pour être un bon tailleur, il faut des années de pratique. C'est pas un métier qu'on apprend comme ça sur une courte période. Donc on a la chance d'être bien entouré. On fait tout pour que ça continue comme ça. Je pense que dans l'entreprise, les gens se sentent bien pour diverses raisons. Alors je sais pas si on les évoque maintenant ou pas. On peut tout à fait les évoquer maintenant. Alors on le ressent, parce que vous nous avez fait gentiment faire un tour d'atelier ce matin. On sent déjà la passion qu'elle a, la fierté de faire du beau produit, et puis des gens qui travaillent dans un grand confort, parce que c'est un petit peu atypique par rapport à ce qu'on imaginait d'un atelier de mécanique. Vous pouvez nous en parler d'ailleurs de tous les efforts que vous avez faits pour les mettre dans de bonnes conditions. Les gens malheureusement ont souvent l'image de l'atelier de mécanique comme un peu l'image de Germinal. Alors c'était vrai il y a très très longtemps, mais aujourd'hui et pas que chez nous. Dans toutes les boîtes de mécanique, on travaille dans des conditions sympas. On est souvent dans des ateliers, c'est lumineux, c'est propre. Au niveau du bruit, c'est contrôlé. Maintenant, avec tous les moyens qu'il y a, le port de charge lourde, il y a plus lieu d'être.
Les machines sont, enfin les CN, je veux dire, nous, nos salariés, je pense dire pour eux qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font parce que c'est de la belle machine. Pour des passionnés, c'est super sympa de travailler dessus. Et puis ils arrivent à. Alors on n'est pas nous dans notre structure à avoir de formation. Quand il y a besoin, on lésine pas là-dessus parce que la formation continue, c'est important. Ça permet d'évoluer. Le salarié apprécie parce que un boulot, bon, on a beau l'aimer, mais il faut quand même régulièrement des petits challenges, faut des choses stimulantes au quotidien. Et puis, nous concernant, on met en place pas mal de petites choses. On va faire on va, hormis, bon, déjà, il y a l'aspect financier, c'est quand même le nerf de la guerre. On se lève tous le matin aussi pour ça. Donc, il y a des systèmes de primes mises en place. Il y a des salaires, comme c'est des gens qu'on a du mal à recruter, forcément, les salaires, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc les salaires sont en rapport avec tout ça, mais c'est pas le principal. Il n'y a pas que ça. On essaye d'insuffler au quotidien un bon état d'esprit, une bonne ambiance. On fait régulièrement des petites sorties entre nous, des activités pour fédérer un peu l'équipe. Là, par exemple, l'année dernière, au mois de juillet, on a fêté les 10 ans de la reprise. Donc, on a fait une journée porte ouverte mais axée famille et amis. Les salariés ont pu convier leur famille et leurs amis pour leur montrer ce qu'ils savaient faire. Et ça, c'est vraiment des choses. Le salarié en général, il apprécie de pouvoir valoriser son travail et son savoir-faire. Donc, on va mettre ce genre de choses en place. On met des conditions de travail aussi sympas, c'est-à-dire que les horaires, quand il y a besoin de s'adapter aux réalités de vie de chacun, parce qu'on est tous pareils, hein, on a l'équilibre vie pro, vie familiale. On le fait. On essaye d'écouter les besoins de chacun, d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, c'est donnant en fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors on l'a compris, vous êtes une entreprise apprenante, c'est-à-dire que vous formez vos salariés. Et ce qu'on constate quand on fait le tour dans l'atelier, c'est justement modernité et tradition, puisque on a parlé un petit peu de l'historique de l'entreprise, mais je crois qu'il y a eu une date clé, c'est 2017 je crois, où vous avez vraiment investi, notamment dans des nouvelles machines. Donc il a fallu, je pense, que les salariés soient formés justement pour utiliser ces nouvelles machines. Oui. En 2017, on s'est lancé, on a fait le constat qu'on avait fait un petit peu avant, que pour toujours être plus performant dans notre secteur et plus réactif vis-à-vis du dépannage, il fallait qu'on maîtrise le process de fabrication vraiment de A à Z. Et on a cette ligne directive donc depuis 2017-2018 où on a agrandi les locaux, on a rentré de nouvelles machines, pour nous permettre à la fois de gérer vraiment toutes les opérations de A à Z, pour améliorer également la technicité de nos métiers, parce qu'en fait on parle beaucoup du taillage, mais on a aussi du tournage et du fraisage. Et puis on essaye à chaque fois, parce que ça on a la chance d'avoir des gens qui sont, des collaborateurs qui sont demandeurs et qui aiment ça. Techniquement, en fait, à chaque fois d'adapter les machines pour aller toujours un peu plus loin, en mettant des options dessus. On va essayer de faire de plus en plus les pièces de A à Z sur une seule et même machine. Donc ça, c'est des beaux challenges qui sont vraiment intéressants et motivants pour tout le monde. Et par exemple, dans cette continuité, cette année, on envisage d'investir sur une nouvelle machine d'usinage qui intègre un robot. Un robot de chargement, de déchargement de pièces pour gagner en productivité et puis confort de travail aussi pour l'utilisateur de la machine. Donc on est vraiment dans cette recherche permanente de performance, de nouveauté, d'efficacité, voilà. On a vu tout à l'heure une grande autonomie également qui est laissée à vos salariés. Hein. Oui, ça c'est pareil, c'est un choix. Mais on peut se le permettre parce qu'on est une petite TPE.
Donc le dialogue est assez facile. Qui plus dans le dépannage, faut qu'on soit réactif. On travaille pas avec plein de mémos, de notes de service. Je veux dire, on ouvre la porte, on passe l'info aux collègues, ça circule de manière assez fluide. Et puis, toujours pour garder ce côté très réactif, il nous faut des gens autonomes qui soient force de proposition, d'initiative. Et c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Alors, on a bien conscience qu'au début, quand on rentre dans l'entreprise, il faut un petit temps d'adaptation, de formation. Mais on veut, nous, des collaborateurs qui soient autonomes, libres, responsables, en fait. Et les gens sont demandeurs, en fait, de responsabilité. Donc, quand on leur donne cette liberté-là, elle est prise et elle est appréciée et ça fonctionne. Comment vous recrutez, Julie, justement? Alors, vous le disiez, on sort pas formé dans les engrenages à la sortie de l'école. Quand vous avez besoin, peut-être en aurez-vous besoin assez rapidement? Alors, en toute franchise, on peine un peu à recruter. C'est pas évident. On fonctionne pas mal par le bouche à oreille aussi, parce que on a, la spécificité, comme je vous disais, le tailleur d'engrenage n'existe pas à la base. Donc, on prend déjà quelqu'un qui a des bases de mécanique, un tourneur ou un fraiseur. Idéalement, il faut qu'il soit quand même déjà bon dans son domaine pour pouvoir apprendre le reste. On a beaucoup de mal à recruter à la sortie de l'école parce que c'est souvent des jeunes qui débutent. Et puis, naturellement, et ça je le comprends très bien, le jeune à la sortie de l'école, il va avoir envie de s'essayer 2 ou 3 boîtes avant de faire son trou quelque part, ce qui est normal. J'ai fait la même chose d'ailleurs avant de venir ici. On y viendra tout à l'heure. Et donc nous, pour former un tailleur, il faut plusieurs années. Donc investir sur un jeune qui, au bout de 4-5 ans, aura envie d'aller voir ailleurs, c'est toujours assez délicat. Donc on a tendance à prendre plutôt des gens qui ont de l'expérience. Alors ça peut être quelqu'un qui a 4, 5, 6 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans. On n'est pas, par exemple, un gars qui a 50 ans, qui a envie d'apprendre un nouveau métier, qui a l'expérience. Aucun problème, il peut venir toquer à la porte. Ça, c'est le savoir-être. C'est le savoir-être, ouais, plus que le savoir technique, parce que ça, on l'acquiert ici. Et donc très souvent, c'est un petit peu le bouche à oreille, ouais, qui fait que les gens viennent nous voir. Puis il y a peut-être des salariés qui parrainent un de leurs copains. Ouais, souvent quand on recherche quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est on va à l'atelier et de toute façon ils le savent. Et on leur dit, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous pensez à quelqu'un, dites-le nous, parce que on a quand même un certain état d'esprit ici. Les salariés savent ce qu'on recherche. Donc c'est un petit peu aussi gage de qualité. On sait que le CV qui va atterrir sur notre bureau sera déjà un petit peu, matchera avec nos besoins et notre état d'esprit dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça. On recherche pas forcément des compétences, on cherche un état d'esprit. Quelqu'un qui va se mettre dans le moule de chez nous, qui va avoir envie d'être autonome, d'apprendre. Alors voilà, comme je le dis, je le répète, on est conscient que ça demande de la formation, ça demande du temps, mais ça, nous, on est prêt à investir là-dedans tant qu'on a le bon état d'esprit, la bonne mentalité qui va avec. Je crois que vous nous l'avez dit peut-être 9 salariés, hein, c'est ça? On est 9, ouais. Il y a 2 personnes dans les bureaux, ma secrétaire comptable et moi-même, et le reste, les 7 autres, c'est des gens d'atelier, en fait, du technique, quoi, sur le terrain. Et avec donc ces 9 salariés, vous avez des débouchés sur principalement la France, mais aussi un petit peu à l'étranger? On bosse un peu à l'étranger, alors ça reste quand même marginal, et quand on a une opération à l'étranger, c'est sur du dépannage. Ça nous est arrivé l'année dernière, on a fait une pièce pour une boîte au Sénégal. Ça peut arriver qu'on bosse aussi en Belgique, au Luxembourg, un peu en Suisse, mais ça reste très très marginal. Entre guillemets, on a la chance de pas avoir besoin d'aller toquer à d'autres portes. On a bien assez à faire sur notre marché national. Par contre, si on vient nous solliciter, bien sûr qu'on répondra présent. Le savoir-faire jurassien, donc vous êtes adhérent à l'association Made in Jura, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors moi, ce qui me plaît, c'est le fait de mettre en avant notre région qui est riche en fait. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a une grande diversité à tous les niveaux, que ce soit industriel ou autre.
Et c'est important de le mettre en avant parce que on pourrait dire que le Jura, on est à la base peut-être connu plus pour le tourisme, enfin les beaux paysages, la nature. Aussi. Bon, ce qui est important, hein, on se plaît bien chez nous. Mais il y a quand même il y a de quoi faire, quoi. Enfin, quelqu'un qui veut bosser peut trouver du boulot dans plein de secteurs différents. On a un territoire assez attractif, assez il y a un dynamisme qui est de plus en plus mis en avant. Alors on va être connu à la base pour des tas de savoir-faire un petit peu ancestraux du style la pipe ou nous moi je parlais des tracteurs parce que les tracteurs labouriers sont une référence, mais il n'y a pas que ça. Et ce que vous faites, c'est chouette de mettre en avant tous ces savoir-faire qui, quand même, je pense à la base, partent un petit peu d'une histoire, en fait, parce que chaque entreprise, on en est l'exemple typique. Nous, on remonte de loin, on a su s'adapter, évoluer en fonction du marché, et on est plutôt fiers de ce qu'on fait. En effet, je vous confirme, et vous avez raison d'être fier, parce que c'est vrai que ce savoir-faire est quand même assez atypique et reconnu, donc c'est ce qui est quand même très intéressant aussi. Vos salariés, ce sont des Jurassiens, ils habitent sur le secteur ? On est, alors Émile, moi je me suis expatriée, j'habite dans le Doubs, à la frontière. Mais sinon, on a que des... C'est les montagnes du Jura, hein ? Ouais, voilà. On a que des Jurassiens qui... Il y a pas mal de salariés qui viennent de la région de Champagnole. Puis on en a quelques-uns, beaucoup plus près, à 5-10 minutes du travail. Et puis voilà, puis je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de bouger, hein, ils sont bien ici. Est-ce que vous avez une idée de l'image justement du savoir-faire jurassien qu'ont les grandes entreprises qui travaillent avec vous ? Est-ce qu'ils y sont indifférents ou est-ce qu'ils ont déjà détecté qu'il y avait un petit plus ici ? Alors, j'oserais pas forcément me prononcer pour l'ensemble des entreprises jurassiennes. Nous concernant, je pense que bizarrement, on pourrait penser que le Jura, on n'est pas forcément au centre de tout, mais quand même, on est géographiquement assez bien situé en fin de compte. Alors peut-être pas très bien desservi par le train ou ce genre de choses, mais on est à portée de voiture assez proche de pas mal de bassins industriels assez conséquents. Et ce que recherchent aussi les entreprises qui font appel à nos services, c'est quand même la proximité, le côté local. Maintenant, le local, on raisonne plus forcément à l'échelle d'un département, mais quand on est à quelques heures de voiture, ça reste somme toute assez proche par rapport maintenant aux distances mondiales qu'on connaît tous. Et puis, localement, on a quand même un savoir-faire assez minutieux. Enfin, tout ce qui est le monde de l'horlogerie, du médical, du micro, on est quand même, je pense, réputé pour la minutie de ce qu'on fait, la qualité et la technicité. Et ça doit parler à pas mal de grands groupes, ouais. Très bien. On va parler un peu de vous maintenant, Julie. Avec plaisir. Alors déjà, vous êtes une femme, directrice d'entreprise, dans un milieu très technique. Comment êtes-vous arrivée là, alors que je crois que vous avez plutôt fait des études commerciales et marketing au départ ? Oui, effectivement, j'ai fait une école de commerce, donc rien de technique du tout. Après, pendant mes études, grâce à Erasmus, je suis allée bosser à l'étranger parce que j'avais envie un petit peu de me confronter à autre chose et sortir de ma zone de confort. Donc j'ai beaucoup travaillé en Espagne. Et puis, si vous voulez, l'entreprise familiale m'a toujours attirée, mais j'avais jamais vraiment osé le dire ouvertement. Parce que mon père a jamais rien fait pour nous mettre le pied à l'étrier. En fait. Il vous a laissé libre de choisir votre destinée. Je pense que lui, on lui a un petit peu forcé la main à son époque. Peut-être qu'il aurait eu envie de faire autre chose. Donc, il nous a jamais un petit peu poussé à rentrer dans l'entreprise.
Et puis, est arrivé un âge où il commençait à me dire va falloir que je me mette en chasse d'un repreneur parce que ça se fait pas forcément comme ça. Puis il avait vraiment à cœur, comme on est une entreprise familiale, il se voyait pas forcément revendre à une boîte qui allait juste récupérer les machines, licencier tout le monde. Donc je sentais que pour lui c'était important. Et puis en fait je me suis jetée à l'eau, je lui ai dit tu sais papa ça m'intéresserait peut-être et tout, et je m'attendais à me faire un peu rembarrer parce que comme il nous avait jamais avec mon frère tendu la perche, et en fait il était super content tout simplement. Alors moi, mon frère, ça l'intéressait pas du tout. Il fait complètement autre chose, il est dans un autre domaine. Et il m'a dit ok, banco, ça s'est fait en quelques semaines. J'ai quitté mon boulot en Espagne. Je suis venue ici. Puis il m'a dit, j'ai commencé au mois de janvier. Il m'a dit, allez, on se laisse 1 an pour voir si vraiment ça te plaît, parce que c'est quand même un investissement, une charge. C'était très sage comme remarque, ça, de dire on se donne 1 an, parce qu'il aurait pu dire ça y est, j'ai casé mon entreprise. En plus avec ma fille, c'est super, mais il vous a laissé la liberté du changement de destinée, quoi. Exactement, parce que on se rend pas forcément compte de ce que ça implique de reprendre une boîte. Enfin, c'est un investissement aussi personnel, une responsabilité. À l'époque, il y avait 6 salariés. Bon, on se dit quand même, j'ai l'avenir de 6 personnes un peu entre les mains, plus le mien. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Et il m'avait dit, ok, on reprend, enfin tu reprends. Par contre, j'aimerais bien que tu t'associes avec Alain Mazurek, qui était entre guillemets, c'était un salarié de mon père, on va dire son bras droit à l'atelier, et qui lui maîtrisait vraiment la partie technique que moi je ne maîtrisais pas à l'époque. Et donc je me suis associée avec Alain, on a repris la boîte. Et en final, c'est une bonne chose, parce que on a à la fois l'aspect, on est un bon binôme en fait. Il y a la partie gestion, management, marketing, tout ce qu'on veut de mon côté, et puis la partie vraiment plus technique du sien. Et moi, ça m'a permis de me confronter, justement aussi à toute cette partie technique que je ne maîtrisais pas. Mon père nous a accompagnés pendant 3 ans. Donc ça a été fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on avait toujours un peu notre tuteur au-dessus qui chapeautait tout ça. C'était moins anxiogène, parce que prendre une boîte, ça peut être un peu stressant. Donc on savait qu'il était présent, il nous a accompagnés, puis quand il a senti qu'on était prêt à voler de notre propre aile, il a pris sa retraite. Et donc on a fait cette reprise somme toute assez facilement, je pense, par rapport à d'autres cas dans d'autres entreprises. Ça a été fluide. J'ai pas eu l'impression que il y a pas eu d'à-coups, il y a pas eu de difficultés particulières. J'appréhendais un peu le fait d'être une femme. Alors justement, dites-nous voir un peu. Alors au sein de l'entreprise, ça a été bien perçu. Parce que les salariés ont vite compris que c'était pour être dans la continuité de l'état d'esprit familial, que c'était à leur avantage. Parce qu'on reprenait pour faire perdurer et développer, pas pour récupérer juste un savoir-faire et des machines. Donc au final, ils m'ont fait une place assez facilement. Vous avez pu voir tout à l'heure dans l'atelier, ils sont fiers de montrer ce qu'ils font. Ils ont fait la même chose avec moi au début. Oui. Et puis, à la limite, là où je me suis confrontée un peu plus à la réalité, qui peut être un peu machiste, mais de moins en moins, c'est parfois avec des clients. Quand ils appellent, ils demandent à parler à monsieur Labourier, à un technicien, pas à une femme. Puis petit à petit, j'ai fait ma place. Les gens se sont rendus compte que je maîtrisais mon sujet. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Faut faire ça avec intelligence, et puis ça roule. Et qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté par rapport à cet esprit de femme dans une entreprise très technique? Est-ce que vous avez des approches, des exemples à nous donner sur des conseils que vous auriez pu mettre, des choses que vous avez mis en place, parce que finalement vous avez peut-être une sensibilité féminine un peu particulière? Alors oui, alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou de par mon caractère, je sais pas, mais pour moi le rapport, le lien vie pro, vie familiale est vraiment important. Faut qu'il y ait un équilibre. Est-ce que c'est parce que je suis maman ou pas, j'en sais rien. Mais les deux vont de pair. Il faut être bien des deux côtés. Donc j'ai conscience des réalités de ce que c'est que d'une vie familiale qui peut être riche et demander du temps.
Donc j'ai toujours veillé à ce que chacun s'y retrouve. On a mis en place de temps quand il a fallu des petites adaptations parfois sur les horaires de travail, parce qu'au final c'est pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup. Au niveau du bien-être au travail, de manière globale, la qualité de vie, c'est des sujets qui m'importent, mais c'est aussi pour moi une manière d'asseoir ma tranquillité, parce que je me dis, un salarié qui est bien, c'est des soucis en moins. Il est là tous les matins à 8h, on peut compter sur lui, on a moins de problèmes d'arrêt maladie, d'absentéisme. C'est bien en fait pour tout le monde, et à la limite pour presque moi la première, parce que moi aussi, ayant une vie à côté, j'ai envie de pouvoir, quand je quitte le boulot, être un peu libre et me consacrer à autre chose qu'à mon entreprise 100% du temps. Alors c'est pas toujours facile à trouver cet équilibre, mais petit à petit on y arrive, avec l'aide des grands-parents de temps en temps pour regarder. Ils sont toujours présents, bien sûr. Ouais, alors pas au niveau du boulot, mais au niveau de la famille, ouais. C'est appréciable de pouvoir compter sur des grands-parents en forme qui subviennent un peu aux urgences de dernière minute quand il y a un petit qui est malade ou ce genre de choses. Je suis confrontée en fait aux mêmes problématiques que tout le monde, hein. Alors, comment vous vous organisez? On va venir un peu plus dans votre intimité. Voilà. C'est votre journée type, c'est quoi alors? Alors, c'est le marathon. Alors, j'aimerais bien vous dire que je suis debout tous les matins à 5h, que je fais une séance de méditation, un peu de yoga et tout ça, mais pas du tout. En général, c'est le réveil qui me tire de mon sommeil. C'est la course parce qu'il faut préparer les enfants, les déposer à l'heure à l'école et puis arriver au boulot, enchaîner. Alors, bon, une fois qu'on a fait un peu tout ça, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'habite à 20 minutes du boulot. Donc, les 20 minutes du matin et du soir sont hyper importantes pour moi, parce que c'est 20 minutes, en fait, où je suis toute seule. J'ai personne qui me sollicite, et ça me permet de faire le tri dans mes idées. Le matin, donc, dans ce que je vais avoir à faire, mettre en place ma journée. Et puis, le soir, c'est un peu mon cesse de décompression. Donc ces 20 minutes-là, elles sont vraiment vitales. Ça me permet d'arriver au boulot disposée à faire tout ce qu'il y a à faire, puis d'arriver le soir à la maison et pareil de switcher sur autre chose. Et puis après, ici, au quotidien, alors vous l'avez bien compris, on est très axé dépannage. Donc j'ai envie de dire, c'est le dépannage avant tout. C'est-à-dire que j'ai beau faire un petit programme, si on a une demande urgente une urgence d'un client à gérer, ça va être, on arrête ce qu'on fait et on répond à ce besoin-là. C'est ce qui fait aussi qu'on persiste et puis qu'on est présent sur le marché. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ce qui chapeaute tout. On adapte nos journées en fonction des dépannages et des urgences. Et puis, entre deux dépannages, on va gérer la partie gestion pure d'entreprise. Donc tout chef d'entreprise connaît. J'ai envie de dire, en tant que gérante d'une petite TPE, on est un peu comme un chef d'orchestre, en fait. On est assez généraliste sur pas mal de sujets, et il faut savoir bien s'entourer, que ça soit en interne avec des bons collaborateurs qui maîtrisent, eux, leurs sujets, qui sont spécialistes dans leur domaine, comme en externe, c'est-à-dire que un bon expert comptable, un avocat quand il y a besoin, faut pas hésiter en fait à aller chercher l'expertise extérieure. Parce qu'on peut pas être expert dans tout. Faut être généraliste et en fait faut être assez humble dans le sens on apprend des autres. Enfin, on peut pas tout maîtriser. Faut savoir déléguer et puis c'est en pratiquant en fait qu'on apprend aussi. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc on pourrait dire la gestion, tout ça, c'est des choses qu'on voit sur les bancs de l'école, mais en fait, c'est en se frottant au quotidien. Ouais, franchement. Puis on apprend de ses erreurs aussi. Enfin, c'est un peu une perpétuelle. C'est un apprentissage perpétuel. On se remet aussi beaucoup en question. On apprend au quotidien. Ce qui est important aussi, et il faut pas le perdre de vue parce que on est souvent happé par notre quotidien. Alors moi j'ai une grosse partie ici, c'est un peu le commercial, répondre aux offres, aux devis. Ça me prend quand même une grande partie de mon temps, mais il faut pas que je reste non plus la tête dans le guidon trop souvent. Faut pas hésiter de temps en temps à se poser. Régulièrement avec mon associé, on va manger un midi au resto ensemble et on se pose des questions sur ce qu'on veut faire de la boîte,
où on se voit dans quelques années, qu'est-ce qu'on veut développer. Faut garder un petit peu cette vision sur le moyen long terme. Et on a tendance à... en fait, on est happé par notre quotidien et à oublier de le faire. Et c'est aussi quelque chose que je fais, moi, dans mes 20 minutes de trajet. De temps en temps, je laisse un peu mes idées... c'est pas que je divague, mais je m'autorise à penser à diverses choses pour toujours avoir un peu un fil conducteur et puis savoir un peu où on va quand même, parce que faudrait pas se laisser engloutir par l'environnement, le quotidien, par d'autres boîtes, par tout ça, quoi. Est-ce que vous avez des lieux privilégiés où quand vous avez un problème sur lequel vous devez réfléchir ou réfléchir à la stratégie, vous allez vous retrouver parce que vous vous sentez bien dans cet environnement ou des personnes qui sont inspirantes pour vous? J'y change pas mal avec mon conjoint, qui est assez technique, lui, de par son métier. Donc on va... Mais c'est... Et puis lui, il va vous dire que je parle pas assez de mon travail. Je dis ça, mais on n'a pas le même point de vue. C'est plus des personnes que des lieux, en fait. Je trouve que, comme je vous dis, on apprend beaucoup des autres. Et pas forcément des autres pas des gens qui ont le même cœur de métier que nous, en fait. Il faut être assez ouvert. Voir ce qui se fait ailleurs, parce que on peut adapter des choses dans un univers complètement différent à son propre univers. J'aime beaucoup voyager, ça fait partie un peu, c'est une passion, et c'est assez ressourçant, pour moi de pouvoir me confronter à d'autres cultures, d'autres manières d'appréhender les choses. Puis c'est assez terre à terre, parce que souvent on a tendance à se faire une montagne d'un petit truc. Faut développer, là. On va tous être confrontés à nos problèmes quotidiens qui, sur le coup, sont, m'excuserez l'expression, mais réellement emmerdants. C'est pas simple. Et c'est important de se prendre du recul, puis de se dire, attends, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Tout passe. C'est un peu mon leitmotiv, ça. Tout passe. Quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Alors, on l'a pas forcément sous les yeux tout de suite. Et très souvent, on se rend compte que c'est un mal pour un bien. Parce que on va remettre en cause notre manière de faire. On va changer... je sais pas, moi, peut-être un fournisseur qui nous plante, autre chose. Finalement, on va en découvrir un mieux. Ça peut... Il y a des opportunités dans chaque situation. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est contrariant parce que, à l'instant T, on est confronté à une problématique qu'on n'avait pas forcément envie de résoudre. Et puis, au final, on va de l'avant, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, faut pas s'arrêter. Donc, c'est... Ouais, de temps en temps, ça fait du bien d'appuyer sur pause, puis de se dire, on se détend, on est toujours là, la boîte a pas pris feu, ça va. Et puis ça, je le fais à la fois dans la vie pro et dans la vie personnelle. Vous êtes parti à l'étranger, vous nous l'avez dit, en Espagne. Quand vous êtes, alors, revenu, c'est peut-être un bien grand mot, mais quel regard vous avez eu sur le Jura? Vous l'avez vu évoluer? Vous avez peut-être pu faire des parallèles avec votre expérience internationale? Alors, je me suis dit qu'on avait une belle région, que souvent on allait loin, et au final je connaissais assez mal ma région en termes touristiques. J'ai pris le temps de la redécouvrir. Pour moi, ce qui était aussi très important, c'était de me rapprocher de ma famille. Ouais. Parce que aujourd'hui, on a plein de moyens on a l'avion, on a le téléphone, Internet pour échanger, communiquer, c'est bien. Mais le quotidien, c'est chouette aussi d'être à côté des gens qu'on aime au quotidien. Et puis, je sais pas pourquoi, mais au final, c'était assez serein comme démarche pour moi. Ça m'a un peu apaisée. Et puis, je dirais que j'ai été au bon endroit au bon moment. J'ai voulu aller voir ce qui se faisait ailleurs pour vous inspirer. Ouais, pour m'inspirer, pour me confronter à d'autres choses. Et puis aujourd'hui où j'en suis, c'est de par la chance, parce que j'ai eu la chance d'avoir une entreprise familiale, c'est pas donné à tout le monde. Ça peut être une pression d'ailleurs. Ça peut être une pression, mais moi je le vois plutôt comme une chance. C'était une entreprise saine aussi, donc c'est bien.
Mais bon, il a fallu quand même du boulot derrière, parce que nombre de boîtes qui est reprise et puis qui coulent dans les années qui suivent, on en a des exemples à l'appel. Donc c'était aussi synonyme de travail, d'investissement, mais avant tout une chance puis de faire perdurer aussi un certain héritage. Donc je me suis trouvée au bon endroit au bon moment, parce que j'avais fait mon petit bonhomme de chemin à l'étranger, ailleurs. Et puis je me suis peut-être sentie un peu plus légitime aussi, parce que j'ai pas tout de suite à la sortie de mes études mis un pied dans l'entreprise. J'ai roulé un peu ma bosse quand même. Et c'était on va dire les planètes étaient bien alignées. Voilà. Il faut des fois le provoquer aussi, hein. Alors, les recettes de la réussite pour vous, c'est la chance, le talent, le travail Les trois à la fois. Ouais, honnêtement. Alors, on peut réussir sans la chance, juste avec acharnement, travail et talent, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir les trois... Enfin, talent, ça fait un peu prétentieux, mais j'ai eu la chance de... Ouais, c'est un mix de tout, et puis... on n'a rien sans rien. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué. Donc, il faut quand même bosser, parce qu'effectivement, on peut avoir la chance, on nous met quelque chose, mais après, il faut en faire quelque chose de beau aussi. Il faut le développer, l'entretenir. Voilà, faut l'entretenir. Ouais, faut être tenace, faut croire aussi un peu en ses rêves, parce que parfois ça peut sembler un peu fou. Il y a des tas d'exemples de gens, on a essayé de les décourager en leur disant mais non, c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras pas, puis au final ils ont fait des trucs de dingue. Donc c'est de la motivation, et puis l'envie en fait. Dans la vie, il faut avoir envie de tout. Enfin, faut se lever le matin avec envie, être content de faire ce qu'on fait. Être heureux aussi, et c'est un peu une perpétuelle quête. Faut être épanoui, sinon ça nous rattrape à un moment ou à un autre, et puis ça matche pas, quoi. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Votre motivation au quotidien? Parce que c'est pas toujours simple, hein, de mener une entreprise. Non, c'est pas toujours simple, mais j'aime ce que je fais. Donc pour moi, c'est important de se lever le matin puis de se dire on va faire un truc cool qu'on aime bien. J'aurais jamais pu faire un métier non épanouissant. Ça m'aurait semblé compliqué de le maintenir sur le long terme. Et puis dans mon métier, alors ça va être complètement antinomique ce que je veux dire, mais on a une liberté, mais sans en avoir une. C'est-à-dire qu'on a quand même... notre liberté, c'est de faire fonctionner la boîte. Donc, c'est pas genre, je me lève, aujourd'hui, je vais pas bosser, j'ai pas envie, je suis le patron, je fais ce que je veux. Ça marche pas comme ça. Mais on a quand même la liberté de faire ce qu'on veut, dans le sens où on est un peu... C'est nous qui insufflons le coup de boost, quoi. Je vois notre rôle, je parlais de chef d'orchestre, c'est d'un petit peu mener tout le monde. Faut avoir un peu la pêche en permanence. C'est pas parce qu'on est chef d'orchestre qu'on les mène à la baguette, hein. Non, c'est ce qui fait. Non, c'est l'inverse. Ouais, faut être un peu force de proposition, et puis donc on a la liberté d'orienter l'entreprise où on a envie. Bon, faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment, mais c'est cette liberté un peu que j'apprécie dans mon métier. Ouais. Julie, je vais être un peu iconoclaste, mais vous nous disiez qu'il faut être passionné. Comment on peut se passionner pour des engrenages? Je sais pas. Non, est-ce que c'est parce que j'ai baigné dedans depuis toute petite? J'en sais rien. Ce que j'aime, en fait, je pense que j'aurais pu faire ce type de métier, mais à la tête d'entreprises, différentes. Différentes. Parce que, je vais pas dire que tout est passionnant, mais on peut avoir des affinités avec certains secteurs. Mais quand on se penche sur quelque chose, il y a toujours un truc intéressant et passionnant à voir, à apprendre. En fait, c'est le fait d'apprendre, je trouve, qui est passionnant. Parce que c'est enrichissant. L'engrenage, on peut se dire, ouais, c'est un bout de métal, c'est... Voilà. Même si les pièces sont magnifiques, hein. Là, on est en train de faire des photos, mais ouais. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, ces pièces. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est techniquement, déjà, on en apprend... mon père, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, quand il est parti en retraite, il m'a dit, mais encore aujourd'hui, j'apprends des choses. On n'a jamais fait le tour de ce métier-là. Et puis... les machines aussi, il y a une évolution de dingue. On envisage, on va investir sur un robot. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc quand on est un petit peu touche à tout, il y a moyen de s'intéresser à beaucoup de choses, d'apprendre en continu, et c'est ça moi que je trouve très enrichissant.
Il faut être curieux. Ouais. Mais dans tout, en fait. Donc, quel que soit le métier, la curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça... C'est une chouette qualité, plutôt. Si on vient sur les valeurs, valeurs d'être entrepreneur, vos valeurs personnelles, quelles sont-elles ? J'essaye d'être bienveillante, c'est pas toujours évident, mais je dirais que c'est quelque chose qui me caractérise assez bien. Quand quelque chose va pas ou quelqu'un fait un truc qui me déplaît, je me dis toujours s'il a fait ça, j'essaie de pas voir le mal partout, de me dire il y a forcément une explication, une raison derrière, c'est important. Et puis ça c'est à la limite c'est des valeurs qui me définissent moi plutôt en tant que personne, mais dans ma vie privée également. Au niveau entrepreneur, ouais, faut être curieux et puis quand même un peu persévérant parce que faut pas baisser les bras à la moindre complexité. Faut aimer le risque ? Un petit peu, ouais, quand même. Faut aimer le risque et puis comme je disais, tout à l'heure, faut garder dans un coin de sa tête que rien n'est grave. J'ai l'impression que vous savez tirer profit de chaque situation. Est-ce que vous avez vécu des échecs qui vous ont finalement enrichi ? Alors j'en ai un qui est pas si vieux que ça d'ailleurs, qui date il y a 2 ans maintenant, qui m'a profondément embêtée. C'est vis-à-vis d'un de nos collaborateurs. On a rentré une nouvelle machine. On l'avait intégrée dans le choix de cette machine. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Demander aux salariés, parce que c'est eux qui vont être derrière. Donc il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils s'en sentent capables, et puis, parce qu'on a beau la machine du tonnerre, si le gars derrière, en fait, ça l'embête, et puis qu'il s'en sent pas capable, elle va rien produire, la machine. Donc, on l'avait intégré dès le processus de réflexion. On avait décelé quand même un peu chez lui le fait qu'il appréhendait cette nouvelle technologie, mais on a cru qu'on avait su le rassurer. Et bien évidemment, ça s'est accompagné de formation. Notre salarié à l'époque faisait tourner la machine. Ça qui est dingue, c'est que il s'en sortait. Mais j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Je pense que il s'est collé une pression de dingue sur les épaules que je pense pas qu'on lui ait mis. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Puis du coup, il est venu... en fait, à un moment, il nous a dit ça va pas le faire, j'y arrive pas, quoi. Alors que pourtant, il nous sortait des pièces sur cette machine. Mais du coup, il a décidé de partir. Parce que c'était trop de pression pour lui. Et ça, moi, je l'ai pris comme un échec humain avant tout, parce que je me suis dit, merde, on a raté quelque chose à ce moment-là. On n'a pas su déceler... le mal-être de notre salarié, ça m'a un peu embêté, un peu beaucoup. Et puis c'était un échec. Après il a fallu rebondir, on a recruté quelqu'un, ça se passe très bien, aujourd'hui tout va bien. Mais ça m'a embêté pour ce salarié de me dire on n'a pas su l'accompagner. À un moment il a pu trouver son compte et puis il a dû, alors que ça faisait Ah oui, d'accord. Plus la date, mais ça faisait un paquet d'années. Et c'est dommage. C'est con. Alors quand il est venu nous voir, on lui a dit attends, on va essayer mais je crois que c'était trop tard. Il s'était un peu dégoûté de cette machine et puis il avait plus envie, quoi. Et c'est un peu le dernier échec auquel on a été confronté, qui m'a le plus impacté et j'ai essayé d'en tirer vraiment des leçons et d'être encore plus vigilante quant aux petits signaux d'alerte qu'on pourrait nous envoyer l'air de rien et qu'on relèverait pas forcément, que je relevais peut-être pas avant, quoi. D'accord. Par rapport à votre expérience de responsable, est-ce que vous avez des trucs, des astuces que vous pourriez conseiller à des personnes qui se lancent dans des affaires ou tout simplement à des individus qui ont des projets ? Ce que je disais, c'est être bien entouré. Alors surtout quand on démarre, je pense que c'est primordial d'aller voir un bon avocat, un bon expert comptable pour avoir les bonnes bases. On se dit au début, ça coûte de l'argent, c'est pas évident, c'est
Puis bon, bah souvent, si on démarre tout seul, pas grand-chose, à quoi ça sert de vraiment bien cadrer les choses? Mais en fait, je pense que c'est vraiment la base. Et toujours garder à l'esprit que faut pas avoir honte de pas savoir, en fait. On peut pas être bon partout, tout le temps. Faut savoir où aller chercher la bonne info au bon moment. C'est vraiment le conseil. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Puis il faut s'écouter aussi. Alors oui, on parle de travail, de pugnacité, tout ça, mais il y a un moment peut-être aussi un petit instinct aussi de temps en temps quand il y a un truc qu'on sent pas. Moi à chaque fois que j'ai pas senti quelque chose, quand je suis allée contre Votre intuition. Ouais, ça s'est pas forcément bien passé. Rien de dramatique, mais en tout cas je me suis dit j'aurais dû m'écouter. Justement, cette intuition, est-ce que vous pensez que c'est un de vos atouts en tant que femme? Alors, c'est un de mes atouts. Est-ce que le fait que je sois une femme ou pas, y est pour quelque chose, j'en sais rien. Mais oui, je pense. Mais en fin de compte, est-ce que l'intuition, tout le monde l'a pas un peu? Est-ce que justement, le fait c'est plutôt apprendre à s'écouter? Enfin, il y a des trucs, on les ressent, je sais pas pourquoi, mais et il faut apprendre à les écouter, justement. Et ça, je pense que tout le monde en est à ça en soi. Enfin, c'est une question de feeling, ça s'explique pas toujours. On a beaucoup parlé de votre vie professionnelle. Alors, on va pas rentrer vraiment dans votre vie privée, mais vous avez une pratique sportive. Comment vous vivez en dehors de l'entreprise? Est-ce que vous arrivez à couper? Alors, vous nous avez parlé de ce fameux sas que vous avez dans la voiture. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que vous avez d'autres choses? Vous profitez de l'environnement? Ouais. En sport, je fais pilates, yoga. Ça m'aide bien à déconnecter et puis à... Enfin voilà, ça c'est un truc qui me va bien. Et puis sinon, je cours après les enfants. C'est un très bon sport. C'est un très bon sport. Et sinon, non, je passe pas mal de temps en famille avec les amis. Pour moi, c'est primordial. J'aime bien la vie en règle générale et être entourée. Et, les bonnes bouffes entre copains, les moments, voilà, ça c'est important. Et puis on habite dans un petit village assez sympa qui est assez agréable, donc les balades, l'extérieur, trouver un équilibre un peu dans tout ça, quoi. Vous qui êtes allé dans des métropoles internationales, vous trouvez ce que vous cherchez dans le département? Alors au quotidien oui, mais j'ai quand même régulièrement besoin d'aller me frotter à la grande ville. Ouais, j'aime bien les deux. Enfin, alors au quotidien, je trouve ça beaucoup plus apaisant et reposant. Je pourrais, surtout avec des enfants, plus vivre maintenant dans des grandes capitales. Mais de temps en temps, j'aime bien aller faire un tour pour l'accès à tout ce qui est culturel, qu'on a quand même chez nous, mais on a moins d'offres quand même. Et puis, c'est intéressant ce que je disais, de s'ouvrir aussi à d'autres choses, pas rester toujours dans sa petite zone de confort. Alors là, on est bien sûr un podcast, on n'a pas d'image. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans quel environnement nous nous trouvons ici? Parce qu'on est à Mouchard, donc vous pouvez nous parler de Mouchard, du département. Dites-nous, parce qu'on a une audience nationale avec ce podcast. Ouais. Alors, physiquement, là, aujourd'hui, on est dans nos locaux. La chance qu'on a, c'est que quand on tourne la fenêtre, qu'on regarde dehors, on a la nature. Je confirme, nous sommes en pleine nature, voilà. Forêt, pâturage. Exactement. Je pense que les vaches à compter sont pas loin. Exactement, les vaches sont pas loin. De temps en temps, on voit 2-3 petits chevreuils qui se baladent. On entend les oiseaux. Enfin, ça fait un peu bucolique dit comme ça, mais c'est vraiment notre réalité au quotidien. Donc c'est plutôt plaisant que d'être entouré de bitume, hein. On va pas dire le contraire. Une gare TGV juste à côté. Voilà, une gare TGV, donc plutôt pratique. Quelques petits restos bien sympathiques, dont un petit japonais, j'en fais la promotion parce qu'on y mange très bien, c'est un peu notre cantine. Allez, donnez-nous l'adresse. Comptoir Kokage. Bon, voilà. Voilà, mais faut pas le dire trop fort parce que après j'aurai plus de place pour aller y manger le midi. Non, on a une vraie qualité de vie qui est plutôt appréciable. Ce que j'aime aussi beaucoup dans notre région, c'est les gens sont assez détendus en fin de compte. Est-ce que c'est dû à la présence de la nature qui est quand même assez omniprésente ou pas? Les gens sont plutôt cool, on prend le temps quand même de vivre. Il y a le stress du boulot, les impératifs, le quotidien, tout ça, mais on profite. Et je retrouve
un proverbe espagnol. Les Espagnols me disaient toujours, vous, les Français, vous vivez pour travailler, alors que nous, on travaille pour vivre. Ça m'a beaucoup interrogée. Et je me suis dit, ils ont quand même il y a un fond de vrai là-dedans. Nous, dans le Jura, on est un peu comme les Espagnols. C'est-à-dire que on prend quand même pas mal de temps de profiter, de se poser et d'apprécier tout ce qui nous entoure. Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter, Julie ? Non. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, que ça soit par curiosité ou pour travailler chez nous, avec grand plaisir. Eh bien, merci en tout cas pour cet échange. Et puis, le plaisir est pour moi. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, Julie. Merci, au revoir. Merci d'avoir rencontré avec nous les personnalités qui incarnent les savoir-faire jurassiens. Si vous aimez notre carte postale sonore, merci de la partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues. Et de la noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Rendez-vous sur le site de l'association Made in Jura, madeinjura.pro ou sur jurawelcome.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast. Et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de ce qui bouge dans le Jura. À bientôt sur Jura Welcome.